Bonjour et bienvenue à tous, à ceux qui sont présents aujourd'hui avec ce magnifique soleil qui éclaire la France et nous réchauffe et donc a dû réchauffer les cœurs et donner envie de passer pour certains directement au happy hour sans passer par la case learning. Mais pour ceux qui sont là et qui nous verront en replay, on est ravis d'accueillir François Pourrier qui se désaltère parce que n'oublie pas que tu es à l'écran, hein, François, que tout le monde Oui. te voit. Et donc, François nous fait l'amitié de venir parler d'un sujet ô combien sensible en matière de formation, tout ce qui est UX design appliqué à la formation, donc la qualité des interfaces, mais pas que. On va le laisser nous expliquer tout cela. Le fonctionnement, vous l'avez tous aujourd'hui. Si vous voulez intervenir, les micros sont ouverts. Si vous voulez qu'on ne vous entende pas, vous les fermez à votre main de façon autonome et vous reprenez la main quand vous le souhaitez pour intervenir. Et pour démarrer sur les chapeaux de roue, puisqu'il était déjà chaud, il a failli nous couper la parole, on la lui passe. François, c'est à toi de jouer sur cet épisode des Learning Happy Hour. Ok, merci Philippe. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le UX design en formation et on va surtout faire un gros tour d'horizon pour savoir pourquoi c'est important, comment ça s'applique, la mise en œuvre comment on façonne une expérience utilisateur, avec les grands principes. C'est vraiment un tour d'horizon assez large, assez transversal. Et on finira par les EPSS. Donc, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. C'est un constat. En fait, un constat que l'on peut faire sur le numérique d'aujourd'hui, c'est qu'on voit une tendance qui émerge. La tendance de l'expérience utilisateur qui émerge un petit peu partout, que ce soit sur des applications mobiles, que ce soit sur des interfaces web, des web apps, beaucoup. Je pense à WeTransfer par exemple, qui est un excellent exemple d'expérience utilisateur forte, malgré une pauvreté d'interface très prononcée. Et en fait, pourquoi aujourd'hui c'est important? C'est parce qu'on se rend compte que le service ou le produit pur, quand bien même il est de qualité, quand bien même le contenu est de qualité, ça suffit pas. Ça suffit pas à créer une expérience, ça suffit pas à engager les gens dans un système. Que ce soit des jeux, que ce soit sur mobile, que ce soit sur des desktops au travers du web, ça ne suffit pas. Donc pourquoi la formation en fait doit se mettre un peu au diapason? Parce que la compétition est mondiale. Aujourd'hui, pour l'utilisateur final, utiliser un grille-pain, son téléviseur connecté, utiliser un module de e-learning, utiliser une application comme Candy Crush, ça ne fait aucune différence. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça marche, il faut que ça marche tout de suite, il faut que ça soit simple à utiliser, il faut qu'il en tire quelque chose, qu'il en tire du plaisir, qu'il en tire une information et qu'il n'ait pas à se poser de questions. Donc le e-learning d'avant est véritablement en compétition avec des systèmes frais, nouveaux, émergents, très dynamiques, très rapides. Et un premier exemple, ça va être par exemple ça. Là, on a un module de e-learning qui n'est pas si ancien, où on apprend comment fonctionnent les résistances en série. Je crois qu'il doit y avoir une mise en application de la loi de Ohm quelque part. Et c'est vrai que quand on a envie d'apprendre, c'est peut-être pas la meilleure façon de digérer ce type de contenu. Et ça, c'est en compétition directement avec voilà, Every Circuit. Et Every Circuit, en fait, je peux pas le montrer ici parce que là, on est sur des slides, on est sur du statique. Mais en fait, j'engage tout le monde à se créer un compte sur Every Circuit, que vous soyez intéressé par l'électronique ou pas, ne serait-ce que pour tester l'interface, pour essayer de voir comment ça fonctionne, de voir comment ça a été mis en application. C'est la même chose que le module de e-learning qu'on a vu précédemment, sauf que là, on manipule, on joue, ça bip, c'est très très dynamique. En plus, c'est collaboratif, c'est social, c'est vraiment très très impressionnant. Et typiquement, si on se met à comparer les deux, on se rend compte que y en a un qui a été pensé de bout en bout pour l'utilisateur, pour créer une expérience, pour créer de l'amusement, pour donner envie, et l'autre un peu moins. Ce qui est bien avec ML Circuit, c'est qu'il y a des, euh, une continuité sur mobile. C'est qu'on peut très bien commencer, et ça c'est important en termes d'expérience utilisateur, on peut très bien commencer sur le desktop, on peut très bien commencer en mode web, et on poursuit l'expérience sur mobile, parce qu'ils ont une application. Ils ont même deux applications, Every Circuit et Circuit Jam. Donc j'engage tout le monde à faire un test, à aller voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ça a été mis en œuvre. Tu as raison, l'électronique, Donc, c'est notre passion.
Mais je sais, mais quand je l'ai découvert, mais moi aussi, c'est ma passion. Quand je l'ai découvert, j'étais extrêmement impressionné par ce qu'ils ont fait. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est surtout pas tant la mise en œuvre que le fait que ça soit social, le fait que tu puisses partager tes réseaux électroniques avec d'autres personnes. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment très très bien fait. Donc globalement, dans le numérique, aujourd'hui, on peut dire que l'expérience utilisateur, elle est vraiment placée au centre. On pense vraiment les systèmes pour l'utilisateur à la base. On pense à créer quelque chose qui va être pérenne, qui va marquer l'utilisateur, qui va lui donner envie d'eux. D'accord. Et ce qu'on remarque en fait au travers des modules de e-learning, j'ai envie de dire traditionnels, c'est que voilà, ça ce sont des codes qui n'ont pas forcément été encore super bien intégrés. D'accord. Je vois pas mes slides à cause de ce petit panneau, pardon. Et pourquoi il faut faire ça? C'est parce qu'effectivement, la compétition elle est mondiale. C'est que ça fait pas de différence, comme je l'ai expliqué, quand j'utilise un module de e-learning, je dois obtenir le même résultat ou la même expérience que quand j'utilise n'importe quel site internet bien fait. Et que là, on a affaire non plus à des apprenants, on a vraiment affaire à des consommateurs. Le temps disponible de l'apprenant en fait est très très court parce qu'il est l'apprenant en fait c'est un consommateur et il va consommer énormément de services, énormément d'outils. Donc on a très très peu de temps pour le convaincre, on a très très peu de temps pour lui apprendre quelque chose. Donc parlons de UX design. Donc UX, c'est quoi? C'est l'expérience utilisateur, user experience, et le design, c'est le fait de façonner, donc de créer cette expérience. Ça ne doit pas du tout être confondu avec les interfaces, parce que les interfaces en font partie, ça fait partie de ce jeu-là, mais ça n'est pas UX, ça n'est pas UI. Donc la philosophie de ça, c'est quoi? C'est que, en fait, on vit dans un monde d'expériences qui ont été créées pour nous et pour nous vendre des trucs. Globalement, nous, le rôle que l'on a quand on crée des interfaces, quand on crée des systèmes, c'est de vendre la sauce, peu importe ce que c'est, que ce soit fait pour apprendre ou pour vendre des produits, pour faire utiliser un service, faire revenir les gens. Ce que l'on cherche à faire, c'est ça, c'est de vendre la sauce. Comment on la met en œuvre, Ça veut dire que justement, cette sauce? quand on suit des formations, on achète avec son temps? Quand on suit des formations, on achète avec son temps. Ouais, c'est bien formulé. C'est bien formulé. Mais en fait, c'est pas que propre à la formation, je crois. Tu vois? Tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ça. La science derrière ça, moi je la découpe comme ça, en fait, c'est habituellement on la découpe comme ça, en plusieurs phases. Normalement c'est animé, donc là je vais essayer de le détailler. Euh, la recherche, c'est si je cherche à créer en fait un système, n'importe quel système, ou un module de learning, ou un site internet de e-commerce, je vais d'abord chercher à découvrir comment vont le consommer mes utilisateurs, qui sont mes utilisateurs. C'est ce qu'on appelle, on les découvre au travers des personas. On se projette, on dit, voilà, on a tel type d'utilisateur qui devrait l'utiliser comme ça. On a tel type d'utilisateur qui devrait plutôt l'utiliser comme ça. Lui, il va se comporter comme ça. Lui, il va rechercher ça. Et on construit des modèles. Donc la phase de recherche, en fait, elle permet de définir un peu comment on va structurer les choses, qu'est-ce que l'on a envie de dire, comment on va le dire, comment ça va être consommé. À partir de là, on va être capable de dessiner des écrans, de dessiner des interfaces. C'est la partie wireframe, la deuxième étape. Dans la deuxième étape, en fait, on va être capable de dire, bon ben voilà, maintenant que j'ai créé 4, 5, 6, 7 personas, les cas d'utilisation, c'est ça. Un tel va passer par là, cliquer ici, rechercher là. Un tel va se former comme ça. Un tel va utiliser le menu pour aller chercher le contenu directement. Un tel va suivre le parcours dans son intégralité, sans chercher à dévier. On crée des cas d'utilisation et ça nous permet en fait de définir, puisque c'est utilisé comme ça, voilà où on peut poser les éléments d'interface, voilà où on peut poser les éléments graphiques, voilà où on doit mettre une image pour faire comprendre que, voilà comment on va créer, comment on va faire respirer l'interface. Euh, le fait de créer des wireframes, donc le fait de créer des écrans en fil de fer, c'est ça ce que ça signifie. Ça permet également de dire, voilà, de tel écran, je vais à tel écran. Quand je clique sur tel bouton, j'affiche tel pop-up. Quand je clique sur tel bouton, je vais sur telle page. Ici, je valide. Ici, je reviens en arrière. C'est ce qu'on appelle le workflow. C'est définir en fait comme des tunnels ou des chemins par lesquels les utilisateurs peuvent passer. Euh, dans la partie de wireframing, on définit également l'arborescence des contenus. Typiquement, dans un module de e-learning, en fait, on va avoir une structure peut-être faite en chapitres, un parcours découpé en modules et en sous-modules. Cette arborescence-là, on la détermine à ce moment-là. Et on commence à crobarder des interfaces, on commence à faire des ébauches d'interfaces et essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
La phase de prototype, donc la troisième phase, en fait, c'est vraiment la mise en œuvre, la première mise en œuvre concrète de ça. Ce que l'on cherche à faire à ce moment-là, c'est de créer quasiment les pages définitives. J'ai mis page HTML, ça fonctionne avec les applications mobiles exactement de la même manière. D'accord. On crée les pages, on les rend fonctionnelles, on implémente la charte graphique, les éléments visuels, on fait en sorte qu'il y ait des animations pour qu'on comprenne le contexte, où on en est, etc. On met de l'iconographie, on travaille les textes. On a normalement, à ce niveau-là, quelque chose de tout à fait fonctionnel qui doit être validé. Ça, c'est l'étape d'après. C'est qu'à partir de là, on cherche à valider encore et encore et encore les interfaces pour voir si ça marche. On est parti de postulats dans la phase de recherche que ça allait être utilisé de telle manière. Dans la phase de wireframe, on est parti d'un autre postulat qui est voilà comment on va présenter l'information, voilà comment ça va être structuré. Dans la phase de prototype, on a mis ça en œuvre et après, il faut qu'on sache si c'est bon ou pas. Donc c'est l'étape de validation. Et à ce moment-là, c'est tous les intervenants, toutes les personnes qui travaillent sur les projets, doivent être impliqués parce que tout le monde a toujours quelque chose à dire. Dans un projet de e-commerce, par exemple, le marketing a autant à dire que, je sais pas moi, le pôle des ventes, que la personne qui va gérer la logistique, qui va certainement avoir son mot à dire. Là, c'est exactement ça. Ce que l'on cherche à faire, c'est est-ce que tout le monde est OK pour créer ce système-là et est-ce que ça fonctionne pour vous? Et on conduit généralement à ce moment-là des tests d'utilisabilité. C'est qu'on cherche à valider que tout ce que l'on a mis en œuvre jusqu'à présent fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, on revoit notre copie et on revient sur le prototype. On n'est pas obligé de tout refaire, on revient sur le prototype. Une fois que c'est validé, on lance. Lancer le produit, c'est le mettre en ligne, c'est le rendre disponible au public, c'est le déployer. Et à ce moment-là, l'objectif premier, c'est d'avoir de l'information, d'avoir des retours, d'avoir des feedbacks, donc de faire du tracking. Il faut qu'on sache si véritablement on a conduit des tests d'utilisabilité avec peut-être 5, 10, 15, 20 personnes. Là, on est sur une volumétrie qui est très différente. On ne peut pas tester, on ne peut pas avoir le même niveau de finesse, le même niveau de retour. Mais on a vraiment besoin d'avoir des données à exploiter après coup. Est-ce que telle page est utilisée? Est-ce que on clique bien sur la vidéo qui est vraiment importante, par exemple dans le cas d'un parcours? Et on commence à faire une petite documentation. Cette phase, elle est essentielle, notamment sur la phase d'itération qui est juste après. C'est que ce sont des données qu'on va collecter qui vont nous permettre après de revoir encore une fois notre copie. Tiens, cette page, on pensait qu'elle fonctionnait, elle ne fonctionne pas. Tiens, cette vidéo, elle n'est jamais vue. Elle n'est pas au bon endroit. Elle est trop longue. Elle est mal présentée. Elle est trop sombre. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Ça sert à ça. Un exemple rapide avec Amazon. Amazon avait un problème sur sa page de checkout. Donc, c'est la page en fait qui est juste après le panier. Juste avant le paiement en fait. Et ils se rendaient compte que la plupart des personnes mettaient dans leur panier, remplissaient leurs données personnelles, mais ils n'allaient pas cliquer pour valider le panier. En fait, ça revient à peu près à aller à la caisse d'un supermarché avec un caddie plein et le laisser sur place et se barrer. Et qui est totalement ubuesque. Et en fait, c'était vraiment le problème d'Amazon. Ils disaient, mais il se passe quoi? Là, on est 47% des personnes qui vont pas jusqu'au bout. Et donc, ils ont demandé à un grand gourou du UX design, qui s'appelle Jared M. Spool, d'intervenir là-dessus. Et il a fait cette phase-là, et ces étapes de recherche, de wireframe, de prototype, de validation, de lancement, d'itération. Ce qui est intéressant chez Amazon, c'est qu'ils ne changent que très très peu de choses. La charte graphique qu'ils ont mis en place au début, c'est quasiment la même aujourd'hui. Vraiment, ils changent par petites itérations. Et la moindre itération chez Amazon, le moins de changement a un très très fort impact. Et donc, Jared Ensol a conduit des tests pour arriver à la conclusion que dans le processus d'Amazon, il y avait un bouton qui disait si vous souhaitez enregistrer vos informations personnelles, cliquez ici pour plus tard. Sauf que les personnes qui venaient acheter ne venaient pas pour entrer dans une relation avec Amazon. Elles venaient pour acheter. Elles voulaient acheter et pas être dans une relation. Et du coup, les tests ont permis de conclure que puisque c'est ça, on ne doit pas les inciter à créer leur compte, on doit simplement les autoriser à payer, juste ça. Il a ajouté une phrase. Vous n'êtes pas obligé de créer votre compte. Vous pouvez cliquer ici pour acheter directement. Juste une phrase comme ça. La conséquence de ça, c'est que je crois que le premier mois, suivant cette modification et la mise en ligne, Amazon a fait 15 millions de chiffres d'affaires supplémentaires. Et je crois qu'au bout d'un an, c'était 300 millions de chiffres d'affaires supplémentaires. L'ajout de cette phrase et d'un bouton, d'un simple bouton, en fait, c'est une légende dans tout ce qui est le milieu du UX design. C'est que c'est un bouton qui a rapporté 300 millions de dollars à Amazon. J'aime bien cette histoire.
Donc globalement, voilà. Qu'est-ce que l'on cherche à faire? C'est l'objectif à atteindre quand on fasse une expérience utilisateur, c'est vraiment la satisfaction, fidélité et plaisir. C'est les mots qui doivent ressortir. C'est que ce qu'on cherche à faire, c'est faciliter de la meilleure façon possible l'accès à l'information. On ne cherche pas à contraindre l'utilisateur, on cherche vraiment à lui rendre la vie plus agréable. Et la notion de plaisir est importante également. Quelques exemples dans la simplification extrême des interfaces. bt.tn, c'est le bouton unique, parce que quand on enlève le superflu et qu'on garde l'essentiel, ben voilà, il reste ça. L'exemple de bt.tn, c'est un bouton programmable que l'on peut utiliser pour faire n'importe quoi, pour déclencher n'importe quelle action, avec une interface sur mobile. Un autre grand principe du UX design, c'est de ne pas faire réfléchir aux interfaces. Si on a besoin d'un manuel, c'est que ça ne fonctionne pas. Et ne me faites pas réfléchir, je crois même que c'est le titre d'un livre de Steve Krug, de mémoire. Je le mettrai en référence dans le document, qui est très très bon. Il y a une quinzaine d'années, excuse-moi de t'interrompre François, il y a une quinzaine d'années, alors qu'on ne parlait pas encore ni de design thinking, ni de UX design, et pourtant les deux sont un peu liés. Philippe et moi, on- on essayait d'inciter tout le monde à regarder ce qu'il concevait et ce qu'il produisait pour enlever ce qu'on appelait les irritants. Oui. Voilà, c'est un peu ça qui. On peut avoir pratiquement tout réussi. Si on n'a pas fait la chasse aux irritants, le produit n'est pas bon. Oui, c'est un des points qu'on va découvrir un petit peu après. La philosophie de Jared Hemspool, le gars au bouton à 300 millions de dollars, c'est concentrez-vous sur ce que vous ne devez pas voir. Concentrez-vous sur ce que les utilisateurs ne doivent pas voir. Tu vois, justement, ces irritants. Parce que, en fait, tu vois que ça. Tu ne remarques jamais ce qui fonctionne, tu remarques que ce qui ne fonctionne pas. T'es bavard en fait, hein. Ouais. Je pourrais raccourcir certains points. Je voudrais juste parler de quelque chose qui est important là-dessus, sur les styles d'apprentissage, et avec l'exemple de TED, parce que ça coûte pas forcément cher de faire du UX design, parce que hein, en formation, c'est pas toujours évident de démultiplier, tu vois, d'avoir à la fois du texte, des images, de la vidéo, un bon design qui va bien, etc. TED, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez malin, juste avec des services tiers, c'est que toutes leurs vidéos, automatiquement, ils ont un système de transcript qui est synchronisé. Donc, ils ont la vidéo, le texte, et ça se synchronise automatiquement, ça, c'est avec des services tiers. Donc, on n'est pas obligé de tout faire, de tout coder aujourd'hui avec la technologie. On est capable de faire des choses vraiment bien, qui améliorent l'interface, qui améliorent l'expérience, sans pour autant avoir à faire de gros investissements. Et dans les principes donc, du UX design, c'est procurer des émotions. Il faut que ça parle. Comme acheter un Mac, Steve Jobs vendait sa sauce comme ça. Donc, à quoi ça sert UX? Rapidement, je vous incite aussi à aller voir Dessine-moi l'écho, comment fonctionnent les impôts. C'est pas un super sujet. Et en même temps, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fichu, avec des petits exercices, avec des animations, que ça donne envie d'y retourner. Ça, c'est un très très bon exemple. Moi, je suis pas fan de l'interface, mais en tout cas, c'est un très bon exemple d'expérience utilisateur réussie parce qu'on a envie de naviguer, on a envie d'y aller, on est vraiment dedans, et pourtant, ça concerne l'évasion fiscale. En Donc, même temps, si c'est je la résume, saison. c'est ça, ouais. C'est la saison, c'est toujours la saison, je crois. Donc, on ne confond pas. Il ne s'agit pas de UI, donc d'interface. UX, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. C'est une science prédictive parce que si on le fait bien, on est capable de prédire le résultat à l'avance. C'est ce qu'a fait, par exemple, Jared Hemspool avec Amazon. Que les grands principes, c'est la satisfaction, la fidélité, le plaisir. Et en formation, pourquoi? Parce que si on peut fluidifier l'accès au contenu, ça veut dire qu'on le rend plus opérable. C'est plus facile d'aller chercher l'information dont on a besoin à ce moment-là. Ça permet de simplifier les interfaces. Et c'est même un des objectifs, un des prérequis du UX design. Donc, selon moi, favoriser l'apprentissage selon le style de l'apprenant. Et ça doit procurer des émotions. Donc, comment on fait concrètement pour mettre en œuvre ça? On simplifie. On simplifie. Mais on simplifie pas trop. Parce que si on simplifie trop, ça n'a vraiment pas de sens. C'est vraiment pas du tout l'objectif de se dire, tiens, on va simplifier à l'extrême. Ce que tu disais, Philippe, c'était ça, tout à l'heure, tu vois.
Concentrez-vous sur ce que les utilisateurs ne doivent pas voir. Et justement, un bon exemple de ça, c'est eux. Eux, ils sont très très bons pour ça. Il n'y a rien. Ils font des interfaces, ok. Il y a besoin de rien de plus que ça pour savoir que ces gars assument parfaitement le fait de faire des interfaces pour mobile. Les boutons sont posés en haut, le logo est simplissime, monocouleur. On a 2 couleurs avec le filigrane. Il n'y a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'en faire des caisses en fait pour faire un truc super efficace. Une petite citation de Steve Jobs, ce qui est toujours bon à prendre. Le design n'est pas seulement l'apparence ou le ressenti, c'est également comment cela fonctionne. Et c'est totalement vrai, on peut le vérifier notamment avec ça. 360 Learning. Ce qui est génial dans l'approche de 360 Learning, c'est un design à plat, c'est extrêmement épuré. C'est une interface, mais d'une simplicité redoutable. Le menu à gauche, une iconographie qui permet de se repérer, de savoir si on va déclencher une vidéo, si ça va être un questionnaire, etc. En plus, il respecte les standards du moment, que ce soit dans les espacements, dans les couleurs, dans l'aplat, dans les contrastes, dans l'iconographie. Ça se lit très très bien, c'est très facile à utiliser. Et je pense que tout le monde aura testé au moins une fois ce LMS, mais si c'est pas le cas, ça va vraiment le coup d'y aller. On n'est pas obligé. Pardon? Je peux me permettre une remarque? Vas-y. En fait, on peut se rendre compte, et c'était une réflexion qu'on se faisait avec Philippe l'autre fois, c'est qu'on a tendance à avoir une uniformisation des aspects de certaines interfaces, parce qu'effectivement, quand dans le UX design, tu veux simplifier le travail de l'utilisateur, il vaut mieux s'appuyer sur ce qu'il maîtrise déjà, dans les interfaces particulièrement, pour ne pas avoir à lui consommer trop d'énergie pour découvrir où sont les choses, à quoi ça sert, la symbolique des icônes et des boutons, etc. Rester dans des codes et des standards qu'il maîtrise déjà pour lui demander moins d'efforts à appréhender un nouveau système. Mais une des contreparties de ça, c'est qu'on arrive à une certaine standardisation des interfaces, une uniformisation. Et c'est là où, même si ça n'a pas on est bien d'accord, hein, l'UX, c'est pas l'UI, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui définit l'aspect des interfaces, c'est ça qui fait en sorte qu'elles fonctionnent bien et qu'elles sont agréables et qu'elles sont très productives et très instinctives. Par contre, le travail du designer graphique derrière, c'est de respecter les règles et les consignes que impose l'UX, et donc d'essayer d'être quelque chose de simple et facile à appréhender, mais de se distinguer quand même graphiquement pour pouvoir avoir une identité. Ouais, mais là pour le coup, ça représente vraiment qu'une toute petite partie de l'expérience utilisateur. Mais dans les interfaces, la standardisation, en fait, elle est tellement logique. On regarde nos grille-pains, on regarde nos téléphones, ils fonctionnent tous de la même manière, jusqu'au moment où tu as un gars qui se pointe et qui fait un truc tellement disruptif que tout le monde embraye. Oui. Tu vois, tout le monde embrayera dessus. Et là, aujourd'hui, en fait, je crois pas qu'on ait la capacité. Je crois pas qu'il y ait des interfaces plus avancées que ce que l'on fait aujourd'hui, parce que on attend tellement ça, on attend tellement ces codes-là aujourd'hui que si tu casses ce truc-là, tu forces les gens à réfléchir. Et malheureusement, c'est pas bon dans les interfaces. Tu les pommes, quoi. Jusqu'au moment où il y a un truc qui va popper en 3D, on va avoir des casques qui vont nous aider avec la réalité augmentée, peut-être qu'on va certainement avoir, ou réalité virtuelle, on va certainement avoir une nouvelle dimension à exploiter, et sera sans doute qui mettra un temps d'adaptation. Mais encore une fois, je suis pas persuadé, et j'ai un exemple juste derrière, qui justement le montre. Je suis pas persuadé que tout est à plat toujours. On n'est pas toujours dans du flat design. On est même dans du flat design 2 aujourd'hui. On est basculé à autre chose. Un bon exemple d'interface bien foutue, qui n'est pas en flat design, c'est ça, c'est le skeuomorphisme. On en a quelques exemples même dans les learning. Celui-là, tu vois, c'est une boutique en ligne où tu reprends vraiment les codes du réel. Tu as l'impression de pouvoir, le truc, tu peux le manipuler, tu peux le toucher, tu sens le cuir, tu vois les effets de profondeur, ce que tu ne retrouves pas dans le flat design. Et le skeuomorphisme, en fait, il est pas, à mon sens, il n'est pas assez exploité, mais déjà parce que ça coûte beaucoup plus cher à faire. Autant un 360 Learning peut s'appuyer sur pléthore de librairies ou de frameworks qui permettent de faire ça assez facilement. Autant du skeuomorphisme, c'est nécessairement du sur-mesure, donc c'est pas les mêmes coûts. Forcément, ça te demande beaucoup plus d'investissement. Alors, le skeuomorphisme, c'est la représentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Très bien.
Voilà, bouillotte. C'est la représentation du réel. Typiquement, le skeuomorphisme, c'est par exemple là, on voit la texture du cuir. On voit la couture ici. On a l'impression qu'on pourrait limite détacher ça et l'attraper. D'accord. Donc, c'est vraiment une représentation du réel. On a des exemples comme ça sur des interfaces de téléphone, par exemple, ou quand on veut utiliser des systèmes de prise de notes. Des systèmes de prise de notes, soit on est sur un Evernote qui est très à plat, très flat design, soit on va être sur un Google Note, je crois que c'est Google Note, je suis pas sûr, où on a carrément l'impression d'avoir un calepin dans la main. C'est ça, la représentation du réel, ça s'appelle le skeuomorphisme. Dans les codes... Le mot, il vient d'où? Skeu, là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aime bien ce mot, il sonne bien. Skeuomorphisme. Ça serait intéressant de savoir. Dans les principes, ce qu'il faut savoir pour mettre en place une bonne interface, je vais donner quelques exemples rapidement. Le regard, pourquoi? Parce que parfois on ne fait pas forcément attention à des petits détails, mais ça peut faire toute la différence. Là, on voit un test d'oculométrie et on voit bien que le regard se porte principalement sur le visage du bébé qui regarde l'utilisateur. Mais si on tourne le bébé, en fait, on regarde le bébé, on regarde surtout où il regarde. Et en fait, là, avec ce design-là, on met l'accent sur le texte. On incite l'utilisateur à lire le texte plutôt qu'à regarder le bébé. Ça tient vraiment à très très peu de choses. Un autre exemple, c'est comment on positionne les éléments, les uns par rapport aux autres. Donc là, de façon extrêmement abstraite avec des étoiles, on se rend bien compte que quand on fait des regroupements, ça donne un certain sens. Quand on fait un alignement, ça structure. On peut encadrer les choses. On s'en rend bien compte avec des étoiles, mais en fait, on s'en rend encore mieux compte avec les éléments d'interface d'aujourd'hui où on a des petits cadres, des petits filets, des petits soulignés très peu nombreux. Les choses sont très structurées, notamment dans le flat design. On a souvent une structure imbriquée. Et là, tu nous montres un exemple avec des éléments qui sont disposés, mais le vide aussi est un élément qui permet de structurer. Hein. Oui, et il ne faut pas avoir peur du vide. Ça, c'est bien de remarquer. Il ne faut carrément pas avoir peur du vide, parce que quand il y a du vide, ça respire. C'est bien de faire respirer les interfaces aussi. C'est très important même. Le choix des couleurs est important, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce qu'après, ça peut être aussi un peu polémique, parce qu'on n'a pas tous la même perception par rapport à ça. Mais on sait qu'il y a des couleurs qui fonctionnent très très bien et qui représentent certaines choses. Typiquement un orange avec la vitalité, la santé, etc. Un bleu pour la confiance, la sécurité qu'on va retrouver dans les banques, qu'on va retrouver dans la finance, vert associé à la santé, etc. Donc, mais après, ça peut être un peu polémique sur le rose, ce genre de choses. Mais en tout cas, le rôle des couleurs peut apporter du sens, peut inciter à regarder à tel endroit ou tel endroit. Je crois que de mémoire, c'était sur... voilà, c'est ça. C'est comment marquer le bouton, comment le renforcer, le détacher en fait du contenu. Bah, ils l'ont mis en orange, un orange assez vif dans 360 Learning. C'est plutôt malin de leur part. La typographie, c'est extrêmement important parce qu'on peut faire beaucoup de choses, notamment des erreurs avec la typographie, mais on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Quand on ne maîtrise pas son crénage, c'est assez dur à lire. Quand on ne maîtrise pas les effets de contraste, c'est assez dur à lire. On n'a pas besoin de beaucoup de design finalement pour arriver à faire du bon design. Le choix de la typo, super important. Ne pas utiliser du Comic MS. Aujourd'hui, avec les Google Fonts, on est capable de faire des choses extrêmement bien. L'alignement aussi, c'est important. De comprendre les règles d'alignement pour conduire le regard vers l'endroit où on a envie de mettre l'accent. Très concrètement, une phrase aussi simple que celle-là, si on la travaille un petit peu, on est capable de renforcer le sens. Donc on peut jouer avec la taille et on peut commencer à donner un nouveau sens à une même phrase. Ça n'a pas du tout le même impact. Les Google Fonts, importants, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Google Fonts, ceux qui ne connaissent pas cette librairie gratuite, open source, une super initiative, et en plus l'interface de Google Fonts est absolument géniale. Ça permet d'implémenter très facilement dans des systèmes en ligne un grand choix de typographie. Dans les standards, toujours, l'iconographie a un rôle extrêmement important et qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier parce qu'on le retrouve à la fois sur la cafetière, sur le téléphone, sur le téléviseur et dans le web. Il y a des icônes où on ne peut pas s'en passer. On aurait du mal à faire autrement. Elles sont connues, elles sont reconnues et on doit les utiliser
pour ce qu'elles sont. Il y a deux initiatives très très fortes d'iconographie open source que l'on peut utiliser dans tous les systèmes. C'est Font Awesome et Glyphicon. Donc photosome.com et glyphicon.com. Je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil. Le problème des programmeurs, vous ne pouvez jamais savoir ce qu'ils font sauf quand c'est trop tard. C'est assez juste. À quoi sert, quel est l'intérêt du développement informatique? En tout cas, en termes de UX design, c'est que si c'est bien fait, si on a affaire à des programmeurs bien guidés, qui ont un peu d'expérience, c'est que tout ce qui est technique ne doit jamais apparaître. On ne doit jamais voir un message d'erreur abscon comme Windows nous offre assez régulièrement avec des erreurs BZ de je sais pas quoi. Ça doit vraiment être invisible. S'il y a une erreur, elle doit être gérée. Si le système plante, on sait que les systèmes informatiques plantent. Dans ce cas-là, ça doit être transparent pour l'utilisateur où il doit avoir un message qui a sa portée. D'accord? C'est pas le message pour le programmeur. On ne doit jamais bloquer l'utilisateur, on doit faire en sorte que son expérience soit toujours fluide. Donc on doit être extrêmement vigilant sur le point mentionné après, également sur la rapidité. Il faut que ça coule de source, il ne faut pas qu'on ait à cliquer et attendre. Aujourd'hui, il existe pas mal d'initiatives qui permettent justement de faciliter ou plutôt d'améliorer la rapidité des interfaces. Je pense par exemple à Google AMP, qui permet de délivrer des interfaces quasiment immédiatement. On le retrouve de plus en plus sur des sites, des journaux en ligne, par exemple. Je pense notamment à l'usage de CDN. C'est très facile aujourd'hui de créer en fait des réseaux pour délivrer le contenu, comme des images, des vidéos. Ça ne sert à rien de donner toute la vidéo à télécharger. Aujourd'hui, refaire un YouTube chez soi, ça prend moins d'une journée. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des initiatives comme, des plateformes comme celle de Amazon, par exemple, Amazon CloudFront, Amazon S3, EC2. C'est pas très dur à utiliser, c'est pas très dur de mettre son contenu dessus et ça délivre vraiment très très rapidement le contenu. Continuité de l'expérience, je vais revenir un peu plus tard dessus. Moi, j'ai envie de commencer ma formation sur mon desktop et j'ai envie de la terminer dans le métro sur mon mobile. Il faut que ça soit possible. J'ai envie de commencer à réserver quelque chose sur mon mobile et de continuer après quand j'arrive chez moi sur ma tablette. Faire les bons choix, ça paraît évident, mais faire les bons choix techniques et technologiques, ça nécessite un tout petit peu de maturité et un peu de connaissance de ce qui se fait. Pas choisir les derniers frameworks, pas choisir les dernières technos parce qu'elles sont prometteuses, mais choisir des choses pérennes, des choses qui sont vraiment ancrées. Donc il faut savoir chercher, notamment sur des réseaux sociaux de programmeurs. Je pense à GitHub, je pense à Stack Overflow, ou à des systèmes comme ça, qui permettent de savoir, OK, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, quelles sont les technos qu'on peut utiliser, et on est sûr qu'on ne va pas se ramasser dans la mare à devoir tout refaire. Un autre exemple que je ne montrerai pas, mais il faut aller voir, c'est Typeform, justement, en très très bon exemple de programmation très maligne. C'est un système en ligne, un service en ligne pour créer des formulaires conditionnels. S'il a répondu ça, je lui affiche telle question. S'il a répondu ça, je lui affiche plutôt ça. Je vais lui demander de répondre comme ça, en cliquant sur des étoiles, en cliquant sur un pouce, en tapant, en tirant une petite réglette pour dire, OK, je mets telle note ou je mets telle note. Typeform, typeform.com, c'est vraiment un très très bon exemple de comment peuvent être construits les formulaires de demain. C'est très très malin, ça fonctionne très très bien. Dans les grands principes de l'expérience utilisateur et dans ce qui fait que ça marche en termes d'interface, c'est quand les choses sont bien organisées. J'adore cette image de... C'est Ursus Valery, c'est ça, ouais, Valery. Voilà, quand c'est organisé, quand c'est bien organisé. Je trouve ça très très drôle. Ce mec fait ça avec tout, des parasols, des trucs, des gens, en fait. Complètement fou, ce mec. J'aime beaucoup. Je parlais de la continuité de l'expérience. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil au formulaire de Docenti, le formulaire de contact de Docenti, organisme de formation. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est un bon exemple de comment ça peut fonctionner en termes de responsive design, comment on est capable de faire des formulaires un petit peu innovants qui fonctionnent très très bien à la fois sur un desktop avec un très très grand écran et sur mobile en itinérance. Ça fonctionne de la même manière et pourtant c'est pas tout à fait la même interface. L'interface s'adapte vraiment au rapport, au ratio largeur-hauteur de l'écran. Et à ce propos, une des règles en ergonomie
c'est de savoir que 80% de l'attention en fait, se situe au-dessus de la ligne de base. La ligne de base, c'est en fait la ligne tout en bas de votre écran, peu importe l'écran, peu importe comment vous le tenez, en format portrait ou paysage sur du mobile ou sur une tablette. Et que, a priori, on devrait toujours mettre le contenu important dans la zone tout de suite accessible à l'œil. Mais c'est pas toujours vrai. Un bon exemple, ça va être WordPress. WordPress.com, je crois, ou WordPress for Small Business, c'est ça. Où on voit dans cet exemple, je l'ai mis en transparence, que le designer a choisi de montrer des choses, mais il avait beaucoup de choses à dire, et il ne pouvait pas tout mettre dans l'écran. Donc pour pas faire du stuffing, pour pas remplir l'écran de toute une quantité d'informations qui serait complètement indigeste, on voit bien qu'il incite, même avec les pointillés, et il a coupé volontairement les cases, il incite à scroller. On peut très bien donner envie de scroller. Donc c'est pas un problème. Aujourd'hui, les interfaces, elles scrollent le téléphone, on a l'habitude de scroller avec le pouce, avec l'ordinateur, on a l'habitude de scroller soit avec le trackpad, soit avec la souris. Il ne faut pas avoir peur de ça. De préférence, si on a la possibilité de le faire, on met l'information au-dessus de la ligne de base. Sinon, il faut qu'on fasse comprendre que ça scrolle. D'accord? Et puis tu me donnes une excellente occasion de taper sur mon ennemi préféré PowerPoint, qui ne scrolle pas. Hein, PowerPoint, la Ouais. définition du scrolling de PowerPoint n'existe pas. Et comme c'est PowerPoint qu'on utilise pour concevoir des modules de formation, eh bien on conçoit des modules de formation sans scrolling. Et c'est une erreur monumentale que continuent à faire quasiment tous les concepteurs de modules e-learning. Mm. Et très paradoxalement, parce que je suis d'accord avec toi à 100%, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, on voit des monopages, des applications monopages qui n'ont pas besoin de scroller. De plus en plus, on essaie de tout remplir, justement, mais de la bonne manière, donc en enlevant le superflu. Et on en voit de plus en plus. On n'a plus besoin de scroller. Maintenant, dans des modules de e-learning, si tu scrolles pas et que tu as beaucoup de choses à dire, nécessairement tu es obligé d'implémenter des carousels, tu es obligé d'implémenter des systèmes de popping, tu es obligé d'implémenter des déplacements d'écran, etc. Et tu peux aussi perdre l'utilisateur là-dedans. Donc moi, je suis un vrai fan du scroll. Je suis un vrai fan du scroll. J'adore parce que je peux choisir où je vais, tu vois, dans le contenu. On en a parlé de ça. Tu en as parlé des standards. Pourquoi c'est important de mettre le logo en haut à gauche? Pourquoi on attend d'un menu qui soit en haut à droite? Et ce petit bonhomme, ce petit pictogramme de bonhomme, on sait que ça va être mon compte. Ça, c'est un des standards dans le desktop. On a d'autres standards et d'autres initiatives sur mobile. Je pense notamment à Material Design. Si vous ne connaissez pas Material Design, allez jeter un coup d'œil à Material Design. C'est une initiative de Google. C'est extrêmement bien fait. Et vous l'utilisez déjà. La plupart des applications que vous avez téléchargées sur votre mobile, si vous voyez un gros rond avec un plus en bas à droite, c'est probablement du Material Design. Tiens, justement, dans l'exemple que je suis en train de vous montrer là, c'est du Material Design. Dans l'ergonomie, on a également, donc on l'a vu, continuité de l'expérience, on a parlé de la ligne de base, de scroll, les boutons, navigation de menu, donc les standards, et les animations. Les animations, c'est extrêmement important. Ça apporte beaucoup. Google l'a bien compris. Ils ont une autre initiative qui est liée à Material Design, qui est Material Design Motion. C'est comment les boutons doivent s'animer pour faire comprendre que d'ici on passe à là, que ça c'est lié à. Donc encore une fois, je mettrai les liens. Vous aurez des liens pour aller voir et vous en servir de référence. Si on résume, l'objectif c'est quoi? C'est de permettre l'accès et la prise en main immédiate. Donc on l'a vu, c'est de faciliter l'accès à l'information, peu importe le système. Faciliter l'adhésion, bah oui, si c'est plaisant à utiliser, on y retourne. Donc c'est bien de faire en sorte que voilà, ça soit plaisant à utiliser. Supprimer les freins et les blocages, c'est le rôle du programmeur, c'est le rôle du développeur. Il faut vraiment que la techno ne se voit pas derrière. Il ne faut pas qu'on sente comment ça fonctionne. Il faut simplement que ça fonctionne. Rendre compréhensible et utilisable, on l'a vu, avec les standards, avec une iconographie, avec de la typographie. Il existe des techniques. Ça, c'est de l'interface. Et avec ça, on fait quoi? Ben, on simplifie, on fait en sorte que ça soit beau, on fait en sorte que ça soit ergonomique. Normalement, là, on a tout ce qu'il faut avec ça. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est les grands principes de la mise en œuvre du UX design, en fait, de façonner une bonne expérience utilisateur. Si on a ça, je pense que la partie, elle est déjà gagnée. Super, merci François. Est-ce que tu veux que j'embraye sur les EPSS? Vu l'heure, je sais C'est pas quoi si les on peut se EPSS? C'est quoi les EPSS? Bon, d'accord.
C'est très rapidement, Philippe Gilles, tu me couperas ou tu compléteras si je dis des bêtises, d'accord? Mais très rapidement, je vais vraiment brosser le truc en 5 minutes. Les EPSS, donc Electronic Performance Support System, c'est quoi? On va aller sur la définition. C'est donner la bonne formation au bon moment pour améliorer la productivité, faciliter l'apprentissage d'un système informatique par un utilisateur. En gros, ça veut dire quoi? Je vais donner quelques exemples, d'abord simples, et après un peu plus élaborés. Un bon exemple, ça va être ça. Par exemple, une interface sur mobile, Google va nous expliquer en amont, avec ce qu'on appelle des coach marks, comment on utilise l'interface, à quoi ça sert. Et donc, je charge l'application, ça se lance, et je vois tout de suite, tiens, si tu fais ça, voilà ce que ça fait. Si tu cliques là, ça fait ça. Un autre exemple, en interface desktop, ça serait Hotsuite me permet de comprendre tout de suite comment ça marche. Tiens, je viens de m'inscrire sur le réseau et pour commencer l'ajout de flux, tu vas cliquer ici, tu vas en ajouter 3, ensuite tu vas créer un onglet. Ça m'apprend à utiliser le système. C'est ça le grand principe des EPSS. Pourquoi? Parce que quand on apprend à utiliser un système, on apprend mieux. Pourquoi? Parce que c'est une hypothèse, hein, ça s'appelle le ratio 70-20-10, c'est que par l'expérience, on apprend beaucoup mieux. À 70%, on apprend par l'expérience. 20%, c'est le social, c'est on nous dit comment faire, et 10%, ça va être la formation traditionnelle. Un bon exemple de PSS, un vrai cette fois-ci, c'est ça, Acima Vimago sur SAP. Donc là, SAP, c'est un logiciel extrêmement complexe, extrêmement dur à appréhender, beaucoup d'onglets, vraiment plein de choses à savoir. Le PSS, en fait, c'est la couche qui vient au-dessus, qui va m'aider à comprendre, qui va me dire, tiens, si tu as tapé ça ici, va taper là. Si tu as saisi ça, tu l'as peut-être pas saisi de la bonne manière. Clique ici pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que tu veux voir une vidéo de ce qui va se passer ensuite? Ça, c'est un véritable PSS qui est branché là-dessus. Donc, pourquoi les EPSS? C'est parce qu'en fait, en théorie, dans la formation traditionnelle, on va avoir un pic de connaissances. C'est qu'on va commencer à faire de la formation. À un moment donné, on va atteindre un top où on va vraiment piger les concepts. Et si on n'utilise pas, si on n'exploite pas, ça retombe. Donc, dans le temps d'acquisition des compétences, en fait, on va oublier, en gros, ce qu'on a appris. Dans le PSS, on est plutôt dans la zone marron. Donc, la compétence utile ne fait que croître parce qu'on est en train d'utiliser le système et on est en train d'apprendre à utiliser le système en parallèle. On est tout de suite opérationnel. Dès le départ, on commence à découvrir le système et on apprend avec lui. D'accord? Donc, on est vraiment dans un principe d'amélioration continue. Et les évolutions de ça, en fait, à terme, ça va être donc, la réalité augmentée, notamment pour apprendre à utiliser des machines. Là, on a un exemple avec Oublim, qui me dit, bon ben voilà comment fonctionne cette machine, tu peux la paramétrer comme ça, tu peux, voilà, tu peux avoir la documentation si tu as besoin, etc., etc. Et ça se fait directement au travers de la réalité augmentée. Toyota fait ça pour ses tableaux de bord, son système de climatisation et son autoradio et son système de navigation. Tu prends ton téléphone, ben voilà, tu l'as. Tu sais comment marche tout ça. C'est vachement bien fait. Ouais, mais très très peu d'intérêt quand même. Enfin, franchement, qui a besoin de ça, quoi. Et regarde, je sais utiliser ma bagnole. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais je trouve ça drôle. Donc voilà, ça sert à ça, le PSS. Faciliter la découverte, progresser en continu, ancrer durablement les connaissances parce que justement, on les exploite en permanence, en continu. Mais c'est extrêmement difficile à mettre en place. C'est très coûteux de faire de l'EPSS, surtout sur des gros systèmes. Là, ce qu'on a vu, Vimago sur SAP, Acima Vimago, ça a dû prendre pas mal de R&D et ça a dû coûter très très cher. Donc, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que la formation digitale doit s'approprier les codes du digital d'aujourd'hui. C'est que la compétition elle est mondiale, donc il faut vraiment pas être à la traîne là-dessus. Ça va très très vite. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que voilà, une fois qu'on a façonné une bonne expérience utilisateur, on rend la formation plus efficace. Elle est forcément, on incite à y retourner, on fait passer les messages un peu plus facilement. On a vu que faire simple, c'est pas toujours simple. Ça peut demander un engagement et des investissements, mais on n'est pas obligé forcément d'investir. Il existe aujourd'hui des techniques, des systèmes, et des services en ligne qui nous permettent en fait de créer des choses très très fortes sans trop de connaissances techniques. D'accord? Donc on a terminé avec les EPSS, que la formation peut et doit même s'adapter aux nouveaux besoins. Le PSS, mais encore une fois, la mise en œuvre n'est pas évidente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions?
Eh ben, Bon, merci. je trouve ça très clair. Bravo, merci. Beaucoup Merci. de références là, beaucoup à Google, je trouve. Il me semble qu'on avait vu beaucoup de Google Notes, Google Fonts, Google Ant. J'ai pas compris Ouais. Ant. C'était quoi? C'est les fourmis? Google Ant. Non, c'est pas AMP, ça c'est ma prononciation. D'accord? Ah bon? C'est AMP, AMP, AMP. AMP pour page mobile accélérée. Oui, parce que bah, forcément, Google nous aide beaucoup, 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 je ne sais vraiment pas pourquoi, il nous aide beaucoup à produire des systèmes efficaces, rapides, etc. Et donc leur initiative AMP permet de créer en fait des pages qui se chargent quasiment instantanément. Ce qui veut dire qu'en itinérance, j'ai envie de lire un article sur un site, un magazine en ligne, hop, instantanément, j'ai le contenu qui apparaît. En fait, ce que je ne sais pas en tant qu'utilisateur, c'est que je vois uniquement, ça m'a chargé uniquement la portion utile, et que pendant que moi je regarde la portion utile, ça me charge tout le reste. Donc c'est ça, l'initiative de Google AMP, ça sert à faire ça, ça sert à obtenir, à délivrer un contenu instantanément. Merci. Mais tu Les as raison, petits. Antoinette. C'est que dans cette recherche de performance et d'efficacité des systèmes et des systèmes web en particulier, bah, les grands acteurs du web essayent d'être les plus grands influenceurs et Google propose de très bonnes choses qui aident beaucoup à aller dans cette performance, mais en utilisant leur technologie pour continuer à accumuler données, contenu, maîtrise, data, etc. Euh, ils peuvent se le permettre parce qu'ils en ont les moyens, qu'ils ont la façon de le déployer et presque d'imposer son utilisation, mais surtout préempter le terrain parce qu'ils veulent pas laisser la moindre miette aux autres sur le terrain du web. D'accord. Et une petite question aussi, ben, pour toi, Philippe aussi. Donc nos jolis chats, là, nos chatbots de la semaine dernière ou de la dernière fois, là, ça fait partie des EPSS ou Alors, c'est quoi? les chatbots, en fait, c'est une nouvelle forme d'interface, en fait. Aujourd'hui, quand on parle d'interface utilisateur, l'UX design est un des éléments qui est pris en compte. Les interfaces sont prises en compte parce qu'il y a une expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, les chatbots sont une surcouche d'interface textuelle au système avec un petit peu d'intelligence, soit proactive, soit en réaction. Et quand on va pouvoir avoir des interfaces vocales, comme des petits Siri intégrés partout, ça fera aussi partie des interfaces de contrôle des systèmes et d'interaction avec les systèmes. Donc c'est une autre forme d'interface qui vient prendre de place dans un tout. Ok. Et ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à l'ERP, là, c'était pas loin quand même. Ah, on n'en est pas C'était loin. On n'en est pas plus loin. graphique. Il y a un peu plus de graphique, quoi. Sauf que c'était une implémentation graphique d'un assistant à l'utilisation d'applications visible puisqu'il est graphique. Et quand ça sera un petit assistant textuel ou vocal, il aura éventuellement une autre forme, voire disparaîtra totalement. D'accord. Merci. De rien. Tu as vu l'initiative d'Amazon Alexa et Amazon Echo ça fait un petit moment là. Ouais. Ils en ont fait de nouvelles versions et ce qui est fort, c'est que je crois que Alexa maintenant, ils ont fait un projet open source que tu peux attaquer via une API. Donc Alexa, c'est quoi? C'est un moteur de reconnaissance vocale programmable. Donc on peut en faire un peu ce que l'on veut. Et ça me fait marrer parce qu'en fait, si tu te rappelles les pubs d'Apple des années 80, le gars parlait à son ordinateur, quoi. Oui. Tu te rappelles de cette pub? On y arrive maintenant, tu vois. C'est drôle. Dans Star Trek aussi déjà. Ouais, c'est amusant. Ok. Eh ben merci beaucoup François. Eh ben, je t'en prie. C'était un plaisir. Hop. Pardon, je me suis trompé. C'est moi qui va être le présentateur. Voilà. Comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo et les slides de cet épisode sur l'app, dans un petit mail et sur le site.
Et puis, on vous remercie de votre participation pour les quelques qui étaient là. Merci Antoinette. Et puis merci à ceux qui vont nous regarder plus tard, qui n'auront pas la possibilité de poser des questions, mais comme à chaque fois c'est tellement bien tout ce qu'on dit que la place aux questions est assez faible. Et on vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour le zapping de la formation, et puis suivra après cet épisode 22, l'épisode 23 qui sera le dernier épisode thématique de la saison, avant de conclure par une autre petite séance de zapping. Donc on n'est pas loin de la fin. Voilà, cet épisode était, je trouve, très bon. Merci François. Encore merci. Merci. Merci aussi. Excellente soirée. Et ben c'est l'heure des happy hour maintenant. Bonne soirée. Au revoir. Ouais. Bye.